Rebonjour pour ceux qui viennent de se connecter et puis bonjour à tous ceux rebonjour à tous ceux qui sont là depuis ce début de l'après-midi. Donc nous allons démarrer notre troisième temps fort de l'après-midi avec des pitchs de projets innovants, donc pas des pitchs de start-up, hein, vous allez voir quand même, pas que, mais des pitchs de projets innovants en région. Et puis nous terminerons par une petite table ronde. Donc pour ces pitchs, nous allons avoir trois entreprises, hein, le groupe MOM, AgroParisTech, l'Université de Lille et puis un petit retour avec le CTP. Donc j'appelle déjà dans la salle Nadia. Nadia Melverzo, qui est directrice marketing de MOM Group. Voilà, je vais vous donner la parole pour que vous nous présentiez votre projet innovant. Oui, bonjour Fabrice, bonjour à tous. Alors, il semblerait que je n'arrive pas à activer la caméra, je suis désolée pour ça. Donc, je suis Nadia Malverzo et directrice marketing pour la BU France du groupe MOM, avec donc un portefeuille de marques alimentaires variées, donc entre autres Materne, Pompot, Confipot ou encore Montblanc, dont Fabrice vous appréciez la recette pralinée. Et je vous remercie vraiment pour votre invitation à témoigner de notre travail d'éco-conception de la célèbre gourde Pompot. Alors, dans les années 90, on disait déjà que les Français ne consommaient pas suffisamment de fruits et légumes. Et sur la base de ce constat, Materne a réfléchi avec différents fournisseurs d'emballage et a décidé de lancer en 1998 la toute première gourde de compote à marque Pompot. Ces gourdes Pompot, elles sont historiquement produites depuis dans notre usine des Hauts-de-France à Boué, en Picardie. Et c'est l'objet de ma présence aujourd'hui. Alors, si l'emballage est l'élément fondateur de cette innovation, parce qu'il permet évidemment de conserver le produit, mais surtout de consommer cette compote facilement n'importe où, c'est aussi un emballage qui est classiquement constitué de plusieurs matériaux plastiques et d'une couche d'aluminium pour assurer des propriétés barrières efficaces. Et en conséquence, il ne peut être recyclé en l'état. Alors, on a commencé une démarche d'éco-conception depuis 2015-2016. L'éco-conception, donc, ce sont les fameux 3 R, alors que j'ai mis dans un sens un peu particulier ici pour vous dire que chacun de ces 3 R implique des bouleversements qui sont plus ou moins importants, soit sur notre façon de produire, voire sur le business model qui est le nôtre aujourd'hui. Alors, je ne vais pas traiter du 3e R, même si on est tous d'accord que c'est le Graal, qui est la réutilisation. Mais sachez qu'on y travaille aussi. Et même si les investigations sont lancées, c'est encore trop tôt pour pouvoir en parler. Le premier R, celui qui était le plus accessible pour nous, c'était le R de réduire. Et en l'occurrence, on a allégé le poids de notre célèbre Élie-Bouchon de 40%, tout en maintenant la praticité d'ouverture pour les enfants qui aiment être autonomes. Et ça représente quand même, au global du poids de l'emballage de la gourde, une baisse de 23%. C'est considérable et ça nous permet aujourd'hui d'avoir l'emballage le plus léger pour cette catégorie de produits, en tout cas en France. Et ça va nous permettre de réduire ainsi de près de 900 tonnes par an l'utilisation de plastique qu'on a sur notre site de Boué. Le deuxième R, c'est celui du recyclage. Et évidemment, la première question qui s'est imposée à nous, ça a été de définir quel matériau cible il fallait viser. Alors, il y a un certain nombre de textes qui existent, et notamment des textes de la norme NF, qui vont préciser notamment les exigences associées aux mentions recyclables. Et assez logiquement, on en a beaucoup parlé déjà, mais il faut s'assurer d'être collecté, d'être trié et recyclé dans des proportions qui sont significatives. Alors, pour identifier le bon matériau, on a choisi de faire appel à des partenaires que sont Citeo, la Cotrep et bien entendu nos fournisseurs d'emballage et de machines. Et on a rapidement conclu que le choix du polyéthylène s'imposait à horizon 2022 et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si on reprend le principe de collecte, de tri et de recyclage, ce qui est annoncé aujourd'hui par Citeo, c'est un objectif de 100% des foyers français concernés par l'extension des consignes de tri à tous les plastiques en 2022. Alors, c'est une date qu'on peut considérer comme optimiste, mais assurément, plus ça va arriver vite et plus on aura une chance de voir une part significative des emballages plastiques revalorisés énergétiquement ou recyclés, comme on le voit illustré ici. Et c'est bien la recyclabilité qu'on vise.
Et grâce à l'appui de la COTREP, on a pu mener des essais en centre de tri. Donc, ce sont des essais qui ont été simulés sur des gourdes en PE, mais également des gourdes en PP, donc polyéthylène ou polypropylène. Alors, pour les experts, vous m'en voudrez pas, c'est un schéma volontairement très simplifié qui nous projette aussi dans un monde idéal où, en gros, on fait rentrer des gourdes dans le centre de tri et on regarde ce qui se passe en termes d'orientation. Ce qu'il faut retenir tout d'abord des tests qui ont été réalisés par la COTREP, c'est que du fait de sa composition mixte en plastique rigide, constitué par le bouchon et l'embase, mais aussi en plastique souple, la poche, en fait, les gourdes, elles vont être orientées soit vers des emballages rigides, soit vers des emballages souples. Et grosso modo, en moyenne, ça peut varier par centre de tri, mais ce que nous dit la COTREP, c'est qu'en moyenne, on aura 50% de ces gourdes qui seront orientées vers les emballages rigides en centre de tri et l'autre moitié vers les emballages souples. Ensuite, il y a des tri optiques qui permettent de séparer ces emballages en fonction de leurs matériaux. Et là, on constate que seules les gourdes qui sont en polyéthylène ont vraiment la possibilité d'être intégralement recyclées, puisque donc pouvant être orientées vers les deux filières existantes, du PE rigide d'un côté et du PE souple de l'autre. Ce qui est important aussi, c'est de considérer la perception du recyclage par les consommateurs. On en a aussi un peu parlé tout à l'heure. Il y a une étude d'OpinionWay qui vient de sortir, là, toute récente, et qui montre bien effectivement que, au plan écologique, l'emballage le plus vertueux, c'est celui qui est recyclable pour nos consommateurs. Et c'est important que ces consommateurs soient convaincus par le recyclage parce que sinon, ils ne feront pas le tout premier geste de tri qui leur incombe. Alors, évidemment, pour ne pas risquer de trahir cette confiance dans le recyclage et donc dans le geste de tri, c'est vraiment important que nous, les industriels, on soit juste dans nos communications et surtout qu'on sache faire les choix qui s'imposent en termes de responsabilité sociétale et environnementale. Et je peux vous dire qu'industriellement, le polypropylène, ça aurait été un choix bien plus facile à gérer que le polyéthylène et qu'on investit actuellement des dizaines de millions d'euros pour adapter nos lignes à la gestion de ce matériau assez sensible, puisqu'il est plus élastique, il a aussi des points de fusion plus bas, donc il est beaucoup plus difficile à manier industriellement. Enfin, ce choix du polyéthylène, c'est un choix qu'on a communiqué en janvier 2020 et en annonçant d'ailleurs que ce n'était pas un projet de compétitivité que pour notre marque Pompot, mais vraiment un projet catégoriel et de RSE que nous voulions vraiment pour toute la catégorie gourde de fruits dans son ensemble, en rendant d'ailleurs cette avancée également accessible aux marques de distributeurs que nous produisons. Voilà. Et pour terminer, je voudrais vraiment rendre hommage et remercier très chaleureusement toutes nos équipes en Picardie qui se mobilisent au quotidien pour que cette révolution du recyclage arrive pour ce produit phare que Materne a créé il y a plus de 20 ans, et également nos fournisseurs, tout ça également qui nous accompagnent dans tous les tests, les évaluations de la recyclabilité que nous visons. Voilà, je vous remercie. Merci Nadia, c'était très clair, très intéressant. Je rebondis sur votre dernier slide où vous dites voilà c'était un enjeu catégoriel et pourtant votre concurrent Andros lui a fait le choix du PP et s'est déclaré recyclable, a reçu aussi un avis positif de la COTREP. Comment se fait-il que sur des enjeux aussi importants, on ne puisse pas s'accorder avec sa catégorie et ses concurrents? Est-ce que les distributeurs n'auraient pas pu faire pression parce qu'on se retrouve avec une guéguerre inutile? Alors, en effet, c'est assez regrettable. Et Andros a réagi très vite après notre communiqué de presse en janvier pour annoncer qu'il arriverait avant nous et avec du polypropylène. Je crois qu'en fait, la guerre, c'est pas une guerre de timing, parce que de toute façon, on sait très bien qu'aujourd'hui, compte tenu que l'extension des centres de tri n'est pas engagée et que même la plupart des centres de tri ne sont pas encore équipés pour pouvoir trier les gourdes, arriver vite, c'est pas bien en fait. Ce qu'il faut, c'est arriver au bon moment. Mais oui, est-ce que c'est pas tout ça finalement, et vous le dites, et que l'on voit et que d'ailleurs je dénonce un petit peu dans la révolution de l'emballage, c'est en fait ces communications un peu hâtives, sachant que les filières de tri ne sont pas en place, les consignes élargies ne sont pas en place. Je vois apparaître de plus en plus de communication là-dessus. Et est-ce que c'est pas ce qui sème un peu la zizanie entre vous tous, de vouloir faire un avantage presque compétitif de votre recyclabilité, alors que ça me semble quelque chose d'être somme toute
assez normal et réclamé comme un minimum syndical par les consommateurs. Tout à fait. Et pour moi, c'est vraiment pas un sujet de communication ou de concurrence, ce sujet de la recyclabilité. Encore une fois, hein, c'est vraiment des enjeux de RSE, et c'est vraiment comme ça qu'on veut le traiter chez Materne et qu'on veut le voir traité pour la catégorie, dans le respect total des consommateurs qui nous font confiance et encore une fois, hein, qui feront le premier geste de tri, sans quoi rien n'est possible. Donc, dès lors que on sème le doute dans l'esprit des consommateurs ou qu'on a des communications qui vont potentiellement trop loin et qui peuvent être ensuite comment dire, le consommateur se rend compte qu'il a été abusé, on aura tous perdu. Alors, serez-vous, et une question, une dernière, seriez-vous d'accord pour ouvrir à des fabricants de colis ce type d'emballage en PE? À des fabricants de Coulis, de coulis de fruits. Ah bah pourquoi pas. Voilà, donc je dis à la personne qui a posé cette question de prendre contact avec vous. Voilà, Bien sûr. merci, merci. Effectivement, je fais partie de ceux qui trouvent dommage cette guerre qui s'est passée, et à tel point qu'à un moment je me suis trompé. Vous vous souvenez, je vous ai pris pour Oui. j'ai pris Andros pour Materne. C'est vous dire. Ah là là. Bien. Écoutez, merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Sandra Domenech, qui est enseignante chercheuse et référent au projet alors GASP d'AgroParisTech. Alors là, on va parler de science, je pense. Et oui, Sandra. donc on va parler d'un projet de recherche. Donc c'est un projet de recherche donc bien plus en amont de ce que vous avez entendu aujourd'hui. Alors, excusez-moi, ça change pas. Voilà. Donc, c'est un projet ANR, donc ce sont des projets de recherche fondamentale. Et donc, GASP, c'est le cycle anglais pour polymères biosourcés hautement barrières au gaz et aux vapeurs pour l'emballage. L'idée était de développer un emballage 100% biosourcé et à haute barrière de gaz et vapeur par l'utilisation d'une nanostructure de cellulose avec une optimisation des interfaces nanocharge polymères. Ce projet, en fait, est un projet multipartenarial entre 7 différentes partenaires avec des profils de compétences qui sont bien complémentaires. Donc, la physico-chimie des polymères, où se situe l'unité de recherche Safe-Food dans laquelle je travaille, la synthèse chimique, mais aussi la mise en œuvre des polymères. Excusez-moi, j'ai du mal à changer les slides. Voilà. Donc, l'idée centrale est alors si on veut emballer un aliment, il faut le préserver contre la lumière, bien souvent, mais aussi contre la transmission de la vapeur d'eau et de l'oxygène à l'intérieur du packaging qui peut le détériorer. Or, si on regarde les structures, les relations structure-fonction, on se rend compte que la barrière à l'oxygène et la barrière à la vapeur d'eau sont des choses qui sont physico-chimiquement antagonistes. Pour cela, les industriels sont souvent donc obligés d'utiliser justement ces structures multicouches qui, eux, ne sont pas recyclables. Alors là, l'idée était de réaliser cette prouesse-là, d'avoir les deux propriétés par des structures qui peuvent être biodégradables et donc prendre avantage de la compostabilité du pack en total. Voilà. Pour faire cela, donc le choix a été fait effectivement d'utiliser le PLA qui était déjà très débattu aujourd'hui. Donc vous voyez ici en fait une graphique de la propreté barrière à l'oxygène en Y et la propriété barrière à la vapeur d'eau en X. Et donc, le PLA se situe un peu sur des propriétés moyennes, mais on peut observer que des matériaux cellulosiques ont d'excellentes barrières justement à l'oxygène et qui peuvent être bien supérieures à ce que les polymères synthétiques peuvent fournir aujourd'hui. Le petit hic, si on réfléchit à ce système-là, c'est ce que vous voyez dans la micrographie par électronique, par microscopie électronique, qu'en fait, il y a très peu de compatibilité entre des granules de cellulose et la matrice polymère. Et vous avez même, vous voyez qu'il y a un gap qui se forme entre les deux. Donc, il y a un énorme
problème, enfin, il y a un travail de compatibilisation à faire pour rendre pour rendre les matériaux possibles. Ce travail de compatibilisation a été fait en fait à l'aide de nos collègues en chimie organique par deux différentes stratégies de greffage. Donc, il y a une stratégie qui s'appelle grafting from, qui est en fait la polymérisation d'un polymère à partir d'un amorceur qui est greffé en surface des nanostructures de cellulose. Et la deuxième méthodologie était la méthodologie Sol-React, qui est une estérification en surface de toujours ces mêmes structures nanocellulosiques par un changement de solvant in situ. Alors, en haut, vous avez des images qui sont en transmission microscopie électronique toujours, et vous voyez en fait ici sur une échelle de 200 nanomètres apparaître les nanocristaux de cellulose, et donc le greffage qui soit par Sol-React avec l'acide laurique, qu'il soit par grafting from avec le PGMA, ne change pas du tout en fait les facteurs de forme de ces nanocelluloses. Par contre, ce qui change, c'est les images que vous avez en dessous, c'est la dispersibilité de ces nanocelluloses après dans l'eau. Donc, sur votre gauche, vous avez les nanocelluloses dispersées en eau, et donc vous voyez une solution légèrement bleutée, mais totalement translucide, ce qui est bien la signature d'une nanostructure bien dispersée. Et maintenant, si on a donc un greffage en surface, vous voyez une très belle séparation de phase parce que les nanocristaux sont devenus hydrophobes et donc ne vont plus se mélanger à la phase aqueuse. Ceci permet, et c'est le sens des photos en dessous, générer des films avec jusqu'à 30% de nanostructures de cellulose dedans qui restent totalement transparents. Qu'ils soient générés avec le PGMA, qui sont les photos en fait où vous avez le LGBT, notre partenaire, qui a imprimé son logo, ou qu'ils soient utilisés par la méthodologie Sol-React, là où vous avez Agroparetic en fait imprimé en dessous. Alors, donc si je pouvais changer. Merci. Donc, pour les propriétés des matériaux que nous avons pu créer à l'aide de cette compatibilisation de surface, on s'est beaucoup servi des études en modélisation. Et donc, vous voyez en dessous, en fait, cette même graphique à nouveau de propriétés barrières, oxygène et la vapeur d'eau, avec positionné les différentes propriétés des matériaux qui ont été obtenus. Donc, fait intéressant, c'est que lorsqu'on a des nanocomposites, on change un tout petit peu, enfin un facteur 2 environ dans la barrière à l'oxygène, mais également un facteur 2 sur la barrière à l'eau. Par contre, avec différentes méthodologies de greffage et de mise en œuvre, nous avons pu donc diminuer la perméabilité de l'eau dans une zone qui commence à être compatible avec des emballages à atmosphère modifiée. Et nous avons aussi, avec nos partenaires, fourni un premier travail de scale-up. Donc là, vous avez en haut à gauche deux photos. Donc le scale-up, soit par des méthodologies de mise en œuvre en bois fondu ou des méthodologies par couchage. Et ces scale-up nous ont permis en fait de faire quelques premières études d'application, soit sur des produits carnés ou soit sur des produits fruits et légumes. Donc là, c'était des bananes et qui ont montré qu'il était possible en fait de conserver, voire d'étendre la durée de vie de ces échantillons-là à l'aide des matériaux qui ont été optimisés dans le projet. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie moi aussi. Alors, j'ai pas, Sandra, j'avouerai que quand vous montrez effectivement des photos, j'ai l'impression d'être un petit peu comme chez mon docteur où il me dit oui, c'est bon, vous avez mal et vous regardez. Honnêtement, je vous dirais pas que j'ai compris. J'ai vu exactement ce qui se passait, mais ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, votre travail était fondamental pour justement amener ces propriétés, ces nouvelles propriétés barrières.
et je vous en félicite. Est-ce que moi j'ai une question à vous poser, c'est quand vous travaillez comme ça, vraiment en laboratoire sur vraiment de la recherche avancée, on peut penser voir des applications industrielles, par exemple chez Mallanger ou chez d'autres, au bout de combien de temps? Oh, je pense que là, la NR, elle est pas totalement finie, donc elle a duré 4 ans. Et donc, je pense qu'il nous faudra au moins un projet type enfin, BBI ou FUI, donc 3 ans derrière, pour pousser vers l'application. Là, c'est des tests de faisabilité entre l'idée et arriver à avoir un premier matériau démonstrateur. Oui, ça nous a pris 4 ans. Donc, c'est de la mise Ouais, en marché sur 2025, entre ouais. 2025 et 2030. Ok, mais ce qui est en fait, ce qui répond au timing dont les marchés finalement ont besoin. Je regarde si je vois d'autres. Alors on me pose des questions. Euh, Quel est le coût pour ces matériaux greffés? Oh, exorbitant. Donc ça, vous n'êtes pas, on n'y est pas encore. Effectivement, on a essayé de différentes voies et donc c'est la voie Sol React qui semblerait probablement avoir la possibilité de diminution du coût bien plus facilement que l'autre méthodologie, parce que c'est quelque chose qui pourrait un peu se rapprocher à la chromatogénie que vous semblez tous connaître, puisque en fait, on va mettre en place le greffon avec les celluloses et c'est par l'évaporation, donc en fait par le séchage qu'on réalise le greffage et ça peut être implémenté sur des très gros volumes, beaucoup Est-ce plus facilement que l'autre. est-ce que tout ça sera recyclable en fin de vie, on me demande? En fait, là, c'était pas notre premier but de le rendre recyclable. Donc, je ne sais pas comment vous répondre. Donc, aujourd'hui, si je crois Nicolas Pont, c'est non, puisque le PLA n'a pas de filière de recyclage et notre couche de cellulose, elle ne sera tout au plus que de quelques micromètres. Donc, ça a une telle excellente propriété qu'il n'en faut vraiment pas beaucoup du tout. Alors, donc, vous avez répondu à une Ouais. question parce que des gens posaient la question de l'épaisseur du film. Ouais. Donc, c'est Par quelques… contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est que cette couche-là, elle peut être aussi hydrosoluble. Et donc, si vous la mettez même entre deux polymères qui ne sont pas le PLA, ça vous aide à délaminer extrêmement facilement. Alors, dernière question, parce on me demande si tout ça, mais je pense que ce que vous l'avez dit, sera contact alimentaire. Oui, on a fait gaffe à La ça. nanoparticule pose de nombreuses questions. On a fait attention à ça. Et donc, de toute façon, là, il s'agirait d'une couche qui sera enchâssée d'entre d'autres couches. Donc, on se servira du principe de la barrière fonctionnelle. Et si on utilise l'acide laurique et l'acide stéarique, ça, ce sont des acides gras qui sont donc comestibles. Donc, à ce moment-là, il y a aussi un enregistrement de ces celluloses qui est fait. Et les nanocelluloses peuvent être également utilisées déjà aujourd'hui en pharmaceutique, par exemple. Et donc, il y a une possibilité de faire enregistrer pour le contact alimentaire. Mais ce n'est pas notre but de les avoir au contact avec l'aliment. Donc, il n'y aura pas de risque de transmission. Mais on l'a testé, en fait, on l'a testé s'il y avait un risque de transmission de nanoparticules vers l'aliment et on ne l'a pas trouvé. Alors, merci. Écoutez, il y a d'autres questions un peu techniques, donc je vous propose d'aller après Sandra, parce que vous n'avez pas peut-être révélé tous vos secrets, mais là, je vois des questions un peu techniques. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est bien au courant aussi, enfin, deux ou trois personnes qui vous posent des questions, donc je vais vous laisser le soin de leur répondre et vous n'embêtez pas les personnes qui ont posé ces questions directement sur le chat. Et maintenant, nous allons rester dans la science avec, je vois un enseignant-chercheur donc qui est François Cout, qui va nous parler du projet Biosmart. Voilà, Biosmart. Donc, je vais laisser la parole
à François, Bio et Smart. Merci Fabrice. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Ok. On ne vous voit pas, mais on vous entend. Et l'essentiel, c'est qu'on vous entende et qu'on ait vos slides. C'est parfait. Je remercie tout d'abord les organisateurs de cette journée pour la richesse des présentations et de m'avoir invité. Donc, je vais vous présenter, moi, aujourd'hui, un projet européen qui est le projet BioSmart, qui est financé sur le call H2020 par le consortium BioBase Industries. C'est un projet qui a commencé déjà depuis 3 ans et qui a pour objectif de mettre en œuvre des prototypes de nouveaux emballages alimentaires biosourcés et intelligents. C'est un projet qui s'inscrit dans un contexte en fait où les Européens gaspillent jusqu'à 40% de la nourriture achetée, ce qui en fait de nous les deuxièmes plus mauvais élèves derrière essentiellement l'Amérique du Nord, qui se fait aussi dans un contexte où on a un besoin d'emballage recyclable et compostable et pour laquelle la France en fait a jeté presque 5000 kilotonnes d'emballage alimentaire en 2018, dont 3,5 kilotonnes ont été recyclées. Bon, c'est un chiffre qui a à mettre évidemment en relief avec les 800 000 kilotonnes de déchets toute nature qu'ont jeté les Français cette année-là. Les objectifs du projet BioSmart, je vous le disais en introduction, c'est de développer une montée en échelle, donc sur un TRL qui va de 3 à 5, des emballages actifs intelligents et biosourcés. Avec, et ça c'est les tâches des différents partenaires, la production de films biosourcés multicouches pour des revêtements barrières, donc dans le but de réduire en fait la perméabilité à l'oxygène, au CO2 et à l'eau, et de les utiliser comme alternative à l'aluminium, au verre ou à l'alcool polyvinique, de texturer la surface pour les rendre antimicrobiennes et ou super hydrophobiques, d'encapsuler des composés nanobiosourcés pour faire de la thermorégulation pour une application dans le maintien de la chaîne du froid notamment, et puis pour ce qui est de la partie dont moi je m'occupe à l'Université de Lille, de produire et de greffer des molécules antimicrobiennes qui sont des peptides et lipopeptides produites par des bactéries, et d'évaluer l'utilisation de ces molécules selon en fait les guidances EFSA et FDA. Et enfin, on a une start-up autrichienne qui a développé des biocapteurs, donc des sensors de la qualité alimentaire qu'on va venir imprimer sur ces emballages. Les challenges, tout d'abord, c'est d'améliorer les propriétés mécaniques du PLA, avec le développement de composites et de copolymères de nanomatériaux. Et donc, on a une approche, enfin, les partenaires du projet ont une approche assez similaire à celle qui vient de vous être exposée dans l'autre projet. De mettre en œuvre 3 démonstrateurs d'emballage alimentaire, un en papier, un en barquette sous vide et un en barquette en atmosphère modifiée. De réduire l'impact environnemental de la chaîne de valeur grâce à une nouvelle sélection de matériaux et à la conception d'emballage et à des méthodologies de recyclage, et aussi augmenter la durée de conservation et la qualité du produit. Quelques chiffres sur ce projet. Donc, c'est un projet, vous voyez ici la répartition européenne du projet. C'est un projet où il y a 11 partenaires. Et on a aussi 5 utilisateurs industriels finaux qui sont impliqués. C'est des grands noms de l'emballage, Unilever, Aeroski, Natureworks pour le PLA. C'est un budget total qui est environ de 5 millions d'euros sur 4 ans. Donc en France, on a 2 partenaires nordistes, puisqu'il y a l'Université de Lille que je représente, et aussi la société Lipofabrique. Vous avez d'autres partenaires qui sont des centres techniques spécialisés dans l'emballage, et aussi des industriels de l'emballage, donc Propa Group, Texen, GEA et WIPAC, par exemple. La mise en œuvre du projet, pour vous le décrire, donc on a déjà commencé depuis 3 ans, donc il y a toute une phase où on a produit et on a optimisé la production de biomolécules biosourcées à activité antimicrobienne. On a ensuite testé l'activité de ces molécules avec des partenaires, ce qui nous a donné un premier go-no-go. En parallèle de ça, à l'Université de Lille, on a fait tous les tests de cytotoxicité et de toxicité, qui sont d'ailleurs toujours en cours, qui nous permettent en fait de réduire un peu l'entonnoir des molécules qu'on va utiliser, pour ensuite aller les greffer
sur des emballages grâce à la technique du plasma froid. Ces emballages reviennent ensuite chez nous à l'Université de Lille où on va faire en fait des essais de migration pour bien montrer que les biomolécules qui apportent des propriétés à ces emballages sont restées sur l'emballage et ne diffusent pas trop vers l'aliment. Et enfin, dernière étape, une fois que toutes ces étapes ont été validées, on fait des essais sur les 3 prototypes que je vous ai présentés avec des produits de la pêche, des produits carnés et du fromage. Quelques mots sur les molécules que nous, on souhaite greffer. Donc, il y a 3 molécules qui sont produites par une société nordiste ici issue de l'Université de Lille, qui est la société Lipofabrique. Ce sont des lipopeptides produits par une bactérie qui est Bacillus subtilis. Il y a la surfactine, la mycosubtiline et la fungicine. Elles sont toutes les 3 biosurfactantes, mais elles possèdent, comme vous le voyez dans cette slide, des activités antimicrobiennes différenciées. Donc, la surfactine est plutôt antivirale, la mycosubtiline et la fungicine sont plutôt antifongiques. Et une autre molécule qui est assez connue, qui est l'anisine, qui est produite, elle, par Lactococcus lactis, qui est un antibactérien qui est déjà utilisé dans l'alimentation, puisque c'est le conservateur E234. On a testé ces différentes molécules contre différents pathogènes des aliments et on remarque en fait dans la famille des lipopeptides que la mycosubtiline présente un spectre d'action tout à fait intéressant contre les champignons et les levures qui sont capables de dégrader les aliments. De même que l'anisine, mais ça c'était un peu connu, a une très forte activité contre les bactéries gram-positives. L'idée ici, c'est vraiment d'utiliser ces molécules dans les emballages et de ne plus les mettre dans les aliments comme conservateur des aliments, pour l'anisine par exemple. En parallèle de ça, donc je vous le disais, l'Université de Lille s'attache à réaliser l'ensemble des tests qui sont recommandés par l'EFSA et par la FDA. Et je vous ai donné un exemple ici d'un test qui est en fait un test de screening où vous retrouvez les 4 molécules, la fungicine, la surfactine, la mycosubtine et l'anisine, qui ont été testées vis-à-vis des cellules épithéliales de côlon humain. On voit la cytotoxicité, donc c'est une échelle logarithmique à base 10, attention. Et on voit qu'en fait, nos nouvelles molécules, se situent dans une gamme de cytotoxicité qui sont tout à fait acceptables quand on la compare à l'anisine qui est par exemple homologué comme additif alimentaire. On a d'autres tests qui ont été réalisés. On a montré déjà que ces molécules n'étaient pas mutagènes. Et on termine en ce moment des tests de toxicité orale sur de rongeurs, mais aussi des tests d'aberration chromosomique pour voir leur effet mutagène. Enfin, la dernière étape avant, je dirais, d'emballer nos aliments et de faire des tests sur les prototypes, c'est de greffer nos molécules sur les différents types de supports et notamment sur du PLA. Et pour ça, on va utiliser la technologie du plasma froid. Donc le plasma froid a pour intérêt que vous pouvez générer des surfaces antimicrobiennes et aller, quand on pulvérise en fait nos molécules et qu'on essaie de les greffer sur nos substrats, on va aller vérifier en fait les propriétés de surface de nos plastiques. On voit le graphique ici, l'histogramme, on voit qu'on a modifié en fait la tension superficielle de notre PLA grâce à l'incorporation de nos 2 molécules, ici la surfactine et la mycosubtiline. On regarde aussi la présence de ces molécules par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier. Donc là, vous voyez différents raies en fait, caractéristiques de la présence de nos molécules sur le PLA. Et enfin, à l'échelle du laboratoire, on va appliquer ces PLA fonctionnalisés avec nos molécules antimicrobiennes sur des tests antimicrobiens que je vous ai représentés ici dans les boîtes de pétri, où on voit autour du carré de PLA fonctionnalisé, on voit très bien l'inhibition de la croissance en fait de nos bactéries par ces molécules. La dernière étape, et c'est celle qui va nous occuper dans cette dernière année de projet, maintenant, c'est d'aller réaliser les prototypes à partir de ce PLA fonctionnalisé et de vérifier qu'on garde bien cette activité et de montrer qu'on arrive à préserver, donc ça c'était un peu la target qu'on s'était fixée au début du projet, on arrive à augmenter de 10% la durée de vie des aliments
qui seraient incorporés dans nos emballages. Voilà, j'en termine et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Laurent. Écoutez, vous remettez, pardon, François, excusez-moi, je vais passer la parole à Laurent après, mais vous remettez vraiment l'emballage dans ce à quoi il sert dans son contexte, c'est-à-dire ne jamais oublier pour tout ce que l'emballage sert avant tout à protéger ce qu'il contient, et que l'emballage est quand même le premier outil anti-gaspi qui existe, puisque je le rappelle, notamment pour les produits alimentaires, l'impact environnemental d'un produit alimentaire, c'est 95% à 95% le contenu et 5 à 10% le contenant. Donc, il faut vraiment toujours le rappeler parce que souvent on critique l'emballage en oubliant le service essentiel anti-gaspi qu'il donne. Maintenant, je vais continuer et puis voir la dernière intervention avec Laurent. Laurent que nous avons déjà vu. Laurent, le revenant. Alors, vous allez nous parler de quoi, Laurent? Je vais parler d'un sujet totalement différent en termes d'innovation et dans le thème de l'emballage pour demain. Je parle d'emballage connecté, les emballages communicants, les emballages interactifs. Donc, tout à l'heure, j'ai présenté avec Malange et Packaging un développement qui est issu de l'impression fonctionnelle. Je vais répondre en partie à une question qui a été posée tout à l'heure. L'idée, là, c'est d'utiliser toujours les moyens d'impression, mais pour apporter maintenant autre chose à l'emballage, c'est de l'électronique. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de lien entre l'impression et l'électronique? C'est vrai qu'au premier abord, entre un paquet de pâtes et l'ordinateur sur lequel vous voyez cette présentation, il n'y a aucun rapport. Et si on regarde de plus près, on voit qu'en fait, au niveau de l'impression, on dépose localement des encres graphiques, donc couleurs jaune, magenta, cyan, noir, à des endroits bien précis sur un support principalement papier. Si on regarde en parallèle une carte électronique, donc vous avez dans votre ordinateur, vous avez une carte, donc une carte qui est souvent un substrat FR4, sur laquelle est déposé de façon locale et bien précise des matériaux qui sont cette fois-ci conducteurs, et on va joindre des résistances, des transistors et d'autres composants électroniques. Et si on fait un plan de coupe entre ces deux produits, on voit quand même qu'il y a certaines similitudes et qu'on voit qu'on pourrait déposer par voie de certains produits électroniques sur le papier. Et c'est là où est né le domaine de l'électronique imprimée, qui apporte des avantages pour le monde de l'électronique, d'avoir des supports flexibles et des procédés additifs qui sont intéressants en termes de coût et en termes de rapidité de production. Et c'est vrai qu'au niveau imprimeur, il y a des possibilités aussi d'utiliser ces compétences-là pour remplacer donc les encres graphiques par des encres conductrices, isolantes, électroluminescentes. Et grâce à ça, en fait, on peut commencer à ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles innovations sur l'imprimé, donc aussi bien dans l'édition, mais aussi dans l'emballage. Et la première voie qu'on a regardée par rapport à ça, c'est l'utilisation d'encre conductrice, donc d'une encre qui va conduire le courant, qui va faire effet d'un fil électrique. Et cette impression de piste conductrice permet des premières applications, comme faire la base d'un circuit électronique, mais aussi de faire des antennes sur le papier et le carton. Et ceci nous permet de développer en fait la communication d'un objet avec un étui de carton avec un environnement électronique. Je prends juste l'exemple de la carte bleue, qui est maintenant majoritairement sans contact, où en fait c'est une antenne qui communique avec un terminal carte bleue. Et bien là, c'est à peu près le même principe. Avec une antenne qu'on peut intégrer au niveau de la fabrication de l'emballage, on va pouvoir, sur certains lecteurs, communiquer et avoir des informations venant de cet emballage. Une des premières applications qu'on a envisagées, c'était recherché au niveau du projet qui s'appelait Descartes, qui était l'intégration d'une antenne imprimée et d'une puce au cours de leur fabrication d'emballage. Et on a utilisé la technologie de la RFID UHF, peut-être un nom barbare pour vous, mais c'est en fait un domaine de fréquence qui permet en fait de compter plusieurs éléments entre eux à plusieurs dizaines de centimètres.
ce qui est intéressant en termes de suivi logistique, c'est-à-dire que suivre de la production de la boîte jusqu'à son conditionnement, jusqu'à la pelletisation et à la mise en rayon, une boîte de façon unitaire. Un peu comme l'esprit du code à barres, donc qui est un code qui permet d'identifier un produit. Là, en fait, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut mettre un code unique par boîte. C'est-à-dire que pour une palette, on peut lire l'ensemble de la palette en quelques secondes. Par exemple, là, sur le projet, on a lu presque plus de 1250 boîtes par RFID, et ça ouvre des opportunités de valeur ajoutée sur l'emballage qui sont assez intéressantes, donc notamment là par rapport au suivi logistique et en termes de traçabilité. Vous allez me dire que c'est quelque chose d'assez utopiste à réaliser, pas tout à fait, parce que des enseignes comme Decathlon utilisent cette technologie, RFID UHF, non pas dans l'emballage papier-carton, mais dans le textile, et a équipé une bonne partie de ces magasins, de ces produits dans ces magasins, pour faire de suivi logistique, de la traçabilité, de l'inventaire en temps réel dans un magasin, eux ont été jusqu'à la caisse sans contact. Donc, c'est des technologies qui sont intéressantes et sur lesquelles l'impression peut apporter des choses et des valeurs ajoutées au niveau des emballages. Voilà. Pardon, j'avais pas... c'était que vous avez terminé d'un seul coup. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que là, on n'est pas en train… Je vois que ça a du mal à se connecter. Je vais essayer de répondre aux questions. Moi, j'ai une question. Vous m'entendez ? Est-ce que les emballages actifs existent déjà sur le marché ? Non, attendez. Oui, alors peut-être pas ceux qui utilisent la technologie UHF, mais certains emballages ont déjà des technologies qu'on dit NFC, qui ont là l'intérêt de communiquer en fait avec un téléphone. C'est-à-dire qu'on peut avoir directement un lien entre le consommateur et l'emballage et ainsi donner des informations. Donc ça peut être de la promotion, ça peut être aussi des données légales, des notions d'allergènes ou oui, François. RFID, qu'est-ce qu'on utilise en fait sur ce projet-là? On a utilisé principalement de la flexographie, mais on peut utiliser de la sérigraphie ou de l'offset sur certaines conditions pour développer des antennes RFID. Laurent, est-ce que vous m'entendez? Laurent, est-ce que vous m'entendez? Concernant la recyclabilité, oui. En fait, on a fait une étude de recyclage sur cette nouvelle, on va dire, technique. En fait, on a fait une étude, donc on a passé ces cartons-là dans la filière papier-carton, et il s'avère qu'en fait, les encres qu'on utilise s'éliminent totalement comme une encre graphique, donc ça ne se retrouve pas dans la fibre. Laurent, vous entend mal, ça coupe, donc je vais… ma question était effectivement sur le recyclage, si on n'amenait pas un nouveau perturbateur dans le recyclage, mais on vous entend mal. Écoutez, nous arrivons, en tout cas c'est bien, vous avez répondu directement aux questions. Je remercie vraiment tous les intervenants des deux temps forts. C'était vraiment riche, intéressant. Je crois qu'on a répondu à beaucoup de questions. Quand je vois l'attention qu'a, voilà, on a depuis 14 heures, hein, nous avons perdu peu de personnes finalement. Nous sommes encore 152, ce qui est assez remarquable. Hein, la moitié, voilà, des personnes nous ont quittés entre temps. Je remercie vraiment le CERSIA pour la qualité de son organisation. Puisque ce webinaire s'est très bien passé. On vous entendait un petit peu sur la fin un peu mal, donc on a, je ne sais pas s'il y avait encore un nuage de mots qui était prévu, Laurine, non peut-être. Alors, compte tenu de l'heure, nous allons passer directement à la conclusion. Voilà. Et il y aura justement une question sur, voilà, quelle problématique est-ce que les participants souhaiteraient traiter un peu plus en profondeur ou faire un focus sur une problématique dans d'autres webinaires, justement,
qu'on pourrait vous proposer. Donc, sans plus tarder, justement, merci Fabrice beaucoup pour cette animation, pour l'interaction justement que vous avez créée, et merci à tous les intervenants pour voilà, les présentations pertinentes, pour les interactions, la réponse aux questions. Effectivement, on n'a pas pu répondre à toutes, et n'hésitez pas à nous recontacter ou à recontacter les intervenants pour justement continuer les échanges. Alors, rapidement, justement, pour conclure, voilà, on n'a pas pu être exhaustif, et on aurait bien voulu traiter la question du réemploi, mais le temps ne nous l'a pas permis. Donc, justement, on vous invite à retrouver un bilan justement qui a été fait sur un atelier sur la question du réemploi il y a 1 an au CERCIA. Donc, sur notre site internet, vous pouvez retrouver, on vous mettra les informations dans le chat. Et vous pouvez également retrouver un livre blanc qui a été proposé par le CERCIA et Euralimentaire justement sur notre site internet également. Et nous vous transmettrons également les supports de présentation par mail selon justement les accords des intervenants, et vous aurez le replay qui sera disponible juste après. Également, vous aurez un questionnaire de satisfaction justement pour nous dire ce que vous avez apprécié de ces interventions de cet après-midi, et continuer à nous faire des suggestions pour d'autres interventions. Et justement, j'invite Laurine qui va venir vous présenter l'outil Mentimeter justement pour recueillir vos problématiques. Ouais, je vais vous partager mon écran, donc n'hésitez pas à nous formuler, vous allez bientôt avoir le pop-up qui va apparaître, hein, à nous donner vos thématiques pour les prochains ateliers à venir, voilà les sujets sur lesquels vous avez envie de travailler par la suite, et puis nous on essaiera d'organiser un événement l'année prochaine. Alors en présentiel on aimerait bien, mais ça sera de toute façon aussi disponible en visio. Donc voilà, je ne sais pas si ouais, vous l'avez vu. Je vais partager tout de suite. Donc, n'hésitez pas justement à renseigner s'il y a des points sur lesquels vous souhaiteriez qu'on revienne, qu'il y a un focus dans d'autres webinaires qu'on pourrait organiser. Justement, l'idée, c'est de répondre au mieux à vos problématiques. Et si vous avez des idées de projets, si vous avez d'autres questionnements, nous sommes à disposition au CERCIA. Donc, vous pouvez retrouver nos coordonnées sur notre site internet et nous contacter. Effectivement, on se fera un plaisir également de retransmettre vos interrogations aux intervenants de cet après-midi. Ok, il y a une question déjà sur le transfert des emballages vers des produits de consommation humaine. Si vous souhaitez justement rebondir, n'hésitez pas à remettre cette problématique, si ça vous concerne également, dans la barre qui vous est présente. Okay. Il y a d'autres questions sur le réemploi à la consigne. On vous enverra le lien justement sur l'atelier qui a été fait l'année passée sur la question avec différents intervenants de la région et de France. Un bilan un peu plus focalisé sur les films biosourcés et non biosourcés. Parfait. On ressollicitera les intervenants et on pourra justement les aborder un peu plus en profondeur. Okay. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer à y répondre. On va les consulter à la fin du webinaire. Donc, nous sommes arrivés justement à la fin de cet après-midi. Merci beaucoup de votre participation, d'être resté avec nous. On espère que cela vous aura beaucoup plu, et nous remercions également tous les partenaires, donc NSL, le Centre technique du papier, Aquimer, Euramatérials, le pôle IAR, Agrosphère et Maladé, justement, de nous avoir permis d'organiser ce temps pour les entreprises de notre région et d'ailleurs. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée à tous. À bientôt. Bonne soirée.